Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Théma consacré à l'éducation, à l'entrepreneuriat. Autrement dit, est-ce que l'école et la société d'aujourd'hui forment-elles des entrepreneurs de demain? Un processus éducatif et pédagogique peuvent-ils favoriser et développer un esprit d'entreprendre et avoir de répercussions sur le long terme? Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils plus ou moins entreprenants que la génération précédente? Voilà quelques-unes des questions autour desquelles s'articulera ce débat. Pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau mademoiselle Fatoumata Diawara, cofondatrice de la start-up Yelen, professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre Séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, Monsieur Khalifa Dambélé, président du groupe Biasson, et Mohamed Keita, cofondateur et directeur général de l'incubateur d'entreprise Impact Hub Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas faire une entorse à la galanterie, je me tourne d'abord vers vous, Fatoumata Diawara. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose pour nous les jeunes. Surtout que maintenant, il n'est pas vraiment très facile d'avoir de l'emploi. D'accord. Professeur Abdoulaye Niang, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on a posé la question de l'introduction de cette émission, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'école et la société forment encore des entrepreneurs de demain? Bon, en réalité, ils sont en meilleure position par rapport aux générations passées. Avec l'Internet, on a accès à suffisamment de ressources. Et le problème, c'est de savoir si réellement l'école a gardé cette valeur intrinsèque de lieu d'éducation. Est-ce que les élèves aujourd'hui sont décidés à apprendre quelque chose ou bien ils sont décidés à être des opportunistes? Et donc, le problème se trouve beaucoup plus à ce niveau-là. Sinon, ils ont plus d'opportunités qu'avant. L'environnement est meilleur aujourd'hui par rapport à hier. D'accord. Monsieur Dambélé, vous êtes président du groupe Biasson. Est-ce que vous, dans votre établissement, vous enseignez l'entrepreneuriat aux jeunes, aux élèves, aux étudiants? Bon, pas en tant que tel, enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes, mais l'école a une mission. Et comme le dit Niang, professeur Niang, l'école garde toujours cette valeur intrinsèque, c'est-à-dire d'instruction. La mission fondamentale de l'école, c'est l'instruction, la formation. C'est un lieu où on reçoit, c'est-à-dire une formation, que ce soit collective ou bien spécialisée. C'est un peu ça. Et M. Keita, votre point de vue sur la question? Oui, moi je pense que l'entrepreneuriat s'impose à nous, à notre génération. Mademoiselle l'a tantôt évoqué, nous sommes dans une période où nous observons un chômage de masse, un chômage endémique chez les jeunes, et nous sommes fortement convaincus que l'entrepreneuriat demeure pratiquement la seule issue pour apporter une réponse solide à ce problème-là. D'accord. Et professeur Niang, mais est-ce qu'il est aujourd'hui important, pourquoi est-il important aujourd'hui d'insuffler un esprit d'entrepreneuriat, d'entreprendre chez les jeunes générations? Bon, je crois qu'il y a une erreur qu'on est en train de commettre. C'est de penser que l'entrepreneuriat est la solution à tout. Tout le monde n'est pas né entrepreneur. Il faut avoir des habiletés propres pour être entrepreneur. Il faut avoir une attitude par rapport au risque et comment gérer le risque. C'est pour cette raison quand il y a des programmes au niveau gouvernemental où on veut tenter de faire émerger des jeunes pour être entrepreneurs, ils prennent l'argent et ils disparaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, au moins en ce qui me concerne, j'essaie plutôt d'introduire la notion et le concept de co-entrepreneuriat. Donc ça fait que finalement celui qui a l'attitude, la capacité d'entreprendre va travailler avec d'autres qui seront peut-être actionnaires. Ils ne sont pas seulement des employés tout juste tout court, mais ils seront actionnaires et ensemble ils vont être des co-entrepreneurs. Mais celui qui peut gérer les hommes
qui peut gérer le risque, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui fait que finalement, les programmes de APEJ ou autres là, il y a des milliards qui partent, mais pas de résultats. Et donc il faut qu'on fasse très attention. Tout le monde n'est pas né entrepreneur. D'accord. Monsieur Dambélé, l'entrepreneuriat est aujourd'hui problématique parce qu'il est à la fois art et science. Mais comment jeter le pont entre les deux? Écoutez, comme il le dit, n'est pas entrepreneur qui le veut. L'école peut former des entrepreneurs, mais pas forcément des bons entrepreneurs. Il y a des étapes à suivre pour être un bon entrepreneur. Ce qu'on appelle les rêves qu'il faut lier à l'ambition. C'est ce qui oriente d'abord l'entrepreneur. Et alors, il y a des qualités, comme le disait le professeur, qu'il faut avoir. Et ces qualités, quand tu manques de ces qualités, et forcément, tu échoues. Tu n'auras pas une bonne entreprise. Et ces qualités, comme il vient de le dire, c'est l'ambition même d'abord, et la motivation, la créativité, la confiance en soi. Et puis l'autre qualité dont il a parlé, c'est pas encore professeur Nyang, comment on appelle l'attitude par rapport au risque. Les risques, le goût du risque. Il faut avoir ces qualités, forcément, pour être un bon entrepreneur. Alors, et à l'école, on ne donne pas tout ça. Ce n'est pas à l'école. L'école ne peut assurer que la partie théorique. Et dites-vous, qu'on insère dans les programmes des enseignements aujourd'hui des modules par rapport, sinon liés à l'entrepreneuriat. Ces gens, quand ils sortent, sinon quand ils vont sortir, tant qu'ils ne sont pas accompagnés, les débuts seront très difficiles, voire même échouer. Et ça va aboutir à l'échec. D'accord. Monsieur Keita, vous êtes un exemple, vous dirigez une entreprise. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette entreprise? Quelles sont les étapes, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, moi je dirais déjà, les premières difficultés auxquelles nous avons été confrontés, c'est l'isolement. Quand vous êtes jeune entrepreneur, vous avez un projet auquel vous croyez, très souvent, quand on en parle aux proches, la première attitude, c'est essayer de casser cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Tu ferais mieux de mettre ton diplôme à profit, de chercher un emploi salarié. Tu serais mieux de privilégier le confort d'un revenu fixe pour bien t'occuper de ta famille. Donc déjà, le premier cercle des proches peut freiner, tente de décourager. Et également, quand on lance une petite start-up, une petite entreprise, on a besoin d'être accompagné, d'être guidé. Je pense qu'en cela, le concept de co-création de M. Nyang fait sens. On a besoin d'un entrepreneur expérimenté qui peut vous mettre certaines béquilles pour vous éviter certaines erreurs de jeunesse, pour donner plus de chances au projet d'aboutir. Donc, moi, pour ma propre expérience professionnelle, cet accompagnement-là a fait défaut. Parce qu'il y a des structures publiques qui devaient normalement répondre à ces attentes-là. Mais bon, bien entendu, pour certaines raisons que vous n'ignorez pas certainement, ces structures-là ne remplissaient pas ces missions-là. Ces missions-là d'information déjà, et cette mission d'accompagnement qui faisait défaut. Voilà. D'accord, Fatoumata Diawara, est-ce que vous aussi vous êtes confronté à ces mêmes difficultés-là? Oui. Je peux dire qu'on a été confronté à ces difficultés-là, mais présentement, nous sommes aidés par la structure que M. Keita a mis en place. Oui, il va nous décrire sa structure-là tout à l'heure, allez-y, oui. En fait, nous, dès le départ, moi, juste après les études, j'avais envie de fonder mon entreprise. Okay. Mais comme il a dit, c'est vraiment pas facile, surtout ici au Mali. On n'a pas assez de structures qui sont là pour nous aider. Voilà, à concrétiser nos idées. D'accord, mais M. Keita, est-ce que votre parcours académique scolaire a contribué à faire de vous un entrepreneur? Vous avez appris de vous-même? Je pense que quelque part, moi, il y avait une petite étincelle qui était née dès le départ. Quand j'avais commencé, quand j'ai eu mon bac déjà, je peux le dire carrément, mon père m'avait toujours encouragé à voler de mes propres ailes. Mais il y avait des étapes à suivre, il y avait de l'expérience accumulée. Mais la finalité dès le départ, bien avant que je commence mes études supérieures, c'était d'arriver à lancer quelque chose, à créer de la valeur et à le partager. Donc moi je pense que dès le départ, j'étais animé avec cette flamme-là quand même.
D'accord. On nous fait signe que nous avons M. Abdoulaye Coulibaly, le président de l'Institut des hautes études en management, en direct. Il est à Bamako. M. Abdoulaye, bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? Pour vous, il faut réformer le système éducatif aujourd'hui? Nous pensons que nous devons repenser l'école de demain. L'école classique, on le voit, forme beaucoup plus de chômeurs. Donc, il est temps de commencer à jouer sur la mentalité des jeunes. La majeure partie des jeunes aujourd'hui vont à l'école, se former et attendre l'emploi. L'idée nouvelle, c'est de former des jeunes qui, dès qu'ils sortent de l'école, au lieu d'attendre l'emploi, créent l'emploi. Et ça, nous avons commencé dans notre institution, l'Institut des hautes études en management, en regardant d'abord quelle est l'évolution du monde. Le monde aujourd'hui est un monde globalisé, très compétitif. Et dans cette compétition, seuls les meilleurs ont une place. Mais pour pouvoir être dans ce monde, il faut voir quelle est la langue de communication de ce monde. Tout le monde sait aujourd'hui que l'anglais est important dans le monde des relations internationales. Voilà pourquoi nous, on a doublé le nombre d'heures d'anglais à l'école. Mais une fois qu'on double le nombre d'anglais, il ne suffit pas de parler la langue. Il faut que lorsque vous êtes dans l'eau, vous sachiez nager. Et pour nager, il y a des préalables. Les préalables, c'est déjà la mentalité. Ces jeunes qui viennent, on doit leur dire, vous devez vous dire, moi je ne vais pas courir, aller dépendre, lier ma destinée à une entreprise ou à une personne. Je vais moi-même créer mon entreprise. Et ça, c'est un concept, le fait de préparer l'état d'esprit des jeunes. Donc, nous faisons des conférences où on commence à parler aux étudiants. Mais une fois que vous leur avez parlé de tout cela, qu'est-ce que vous faites d'autre pour encourager ces jeunes? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour les préparer? C'est d'amener des hommes d'entreprise qui ont réussi pour présenter leur parcours. Ça donne des vocations. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est parti de rien, parce que souvent, aujourd'hui, la majeure partie des jeunes pensent que pour faire l'entreprise, on va dire j'ai besoin de moyens. On met toujours les moyens. Mais le premier moyen pour créer l'entreprise, c'est l'idée. L'idée, il faut avoir le bon projet. Généralement, quand on a un bon projet, on trouve toujours un financement. Mais le bon projet commence par la confiance en soi-même. Donc l'idée que nous avons, c'est de nous entretenir avec nos jeunes pour les amener, eux, à avoir confiance en eux-mêmes, à se dire « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Quand tu crois en toi-même, tu peux soulever des montagnes. Et une fois que les enfants sont dans cette dynamique, alors, dans les circuits classiques, nous les aidons à faire ce que vous appelez le business plan, les études de marché. Parce qu'on ne se lance pas pour se lancer. On regarde l'environnement, on regarde les besoins. Quels sont les besoins non satisfaits qu'on peut essayer de satisfaire? Quels sont les besoins futurs qui vont venir? Parce que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins de demain. Tout ça, c'est l'état d'esprit. Et du coup, on formate l'enfant à se projeter dans l'avenir. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, nous commençons maintenant, en partenariat, dans le cas précis avec Orange, à créer ce qu'on appelle des systèmes d'incubation d'entreprise. Parce que lorsque les enfants arrivent à travailler sur un projet, il faut les aider, comme un enfant qui naît, il faut l'aider à faire ses premiers pas, jusqu'à ce qu'il arrive à ne plus tomber. Et ça, c'est l'incubation des entreprises. Et après maintenant, comme l'oiseau, une fois qu'il est formaté comme ça, il peut s'envoler seul. Voilà, en gros, un certain nombre de démarches que nous commençons à installer et qui n'a rien à voir avec le système classique, mais qui empruntent un certain nombre d'éléments du système classique. Le fait seulement d'amener nos jeunes à penser eux-mêmes à leur auto-employabilité. C'est la clé de demain. Monsieur Coulibaly, avant de vous laisser partir, dites-nous si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui voudraient entreprendre, ce serait quoi? La première des choses, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est d'avoir confiance en eux-mêmes. Dans la vie, on n'arrive à rien quand on doute de soi. Mais il ne faut pas être dans la confiance comme on le voit aujourd'hui. Certains sont confiants sur du vent. Non. Avoir confiance en soi-même, c'est avoir foi en ses capacités en travaillant.
Parce que on n'a rien. Tout ce qu'on a facilement part facilement. Donc, je demanderai aux jeunes d'être patients, persévérants, toujours avoir la culture de l'effort. Au bout de l'effort, on arrive toujours à une solution. Donc, être patient, être persévérant, travailler, mais avec des règles. Parmi ces règles, il y a des valeurs qu'il faut avoir. Le respect des règles. Parce que souvent, ce qui tue nos organisations, chacun pense ce qu'ils appellent se débrouiller. Et donc, on finit par évoluer dans un système d'anarchie. On ne fait rien dans l'anarchie, on ne fait rien de durable dans l'anarchie. Donc, le respect des règles, être discipliné, mais aussi le respect de la hiérarchie. Et quand vous allez créer des organisations, il faut que les gens comprennent que il faut respecter les niveaux de décision. Dans nos pays, de plus en plus, chacun pense faire sa loi. Chacun pense qu'il est chef. On ne peut pas. Confucius l'a dit 5000 ans avant Jésus-Christ, qu'une structure bien gouvernée, c'est une structure dans laquelle le père reste père, le fils reste fils. Ça veut tout dire. Monsieur Abdullah Coulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. Retour sur ce plateau. Professeur Niang, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes, vous avez l'impression que les jeunes ont-ils encore la notion de la persévérance quand ils entreprennent? Non, il y a la facilité que nous avons tenté d'avoir, et même les entrepreneurs que nous avons, ils sont des entrepreneurs par rapport au projet public. Et là, c'est pour aller négocier plutôt avec des gens qui sont en position de rente. Donc ce n'est pas tellement ta capacité entrepreneuriale, mais c'est ta capacité à vouloir puiser dans les ressources de l'État. Mais moi, je voudrais venir plutôt sur l'incubation. Allez-y. L'incubation, nous avons ce concept au niveau de la société agro-pastorale Tamaro Business Farming, c'est de donner un cadre aux gens pour qu'ils travaillent dans un environnement qu'ils vont trouver dans la vie réelle. Donc ils viennent pour faire leurs erreurs au niveau d'un encadrement qui est là et qu'on peut se permettre de leur donner des semences de qualité et qu'ils échouent avec. Et que quand ils vont dans leur propre environnement, qu'ils ne le commettent pas. Donc là, l'incubation est un facteur très important aujourd'hui. Et nous avons remarqué que même des gens qui sont sortis de catégorie, qui sont dits qualifiés, ils ont des diplômes d'ingénieur de sciences appliquées. J'enseigne là-bas dans les années 70, donc je savais la qualité à l'époque. Mais la qualité actuelle, elle n'est pas bonne du tout. C'est-à-dire je préfère prendre quelqu'un qui a fait le niveau 7e, lui donner un programme d'incubation. Il me produira mes 20 tonnes ou 30 tonnes de tomates à l'hectare, plutôt que de prendre un ingénieur qui se dit « je suis qualifié ». Mais alors qu'on sait qu'il n'a pas fait le stage qu'on faisait dans le vieux temps, dans les années 70, tous ces étudiants d'abord avaient leur mémoire, ils faisaient un stage de perfectionnement, d'apprentissage, et non seulement de vivre avec les gens, mais dans leur propre profession. Malheureusement, cet encadrement aujourd'hui est dépassé. On ne le fait plus. Ou bien ne fatigue pas. Ou bien ils vont sur l'Internet, couper-coller, et ils t'amènent des choses, tu commences à leur poser des questions, mais ça là, tu peux m'expliquer? Et ils commencent à gratter la tête, il dit que vous êtes trop compliqué, il est méchant. Donc, hier, les enseignants étaient méchants, parce qu'ils veulent que tu apprennes. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est le domaine de la facilité. Donc, ce qu'Abdallah dit, je suis d'accord avec lui, mais moi j'ai vu aux États-Unis, quand je prends le cas de Mohamed Ali, c'est leur étude de faisabilité, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent les 10 papers, il y a des projets qu'on donne aux étudiants. Et quand ils ont pris ces projets-là, il y a des sociétés comme Orange et d'autres qui font des compétitions entre eux sur le plan de tous les États-Unis. C'est des gens qui ont fait 15 compétitions et ils en ont gagné 12 ou 13. Ils sont venus avec un projet de 7 millions pour faire une usine de riz. Et, comme elle a dit, l'environnement, vous pouvez venir avec des bonnes idées et tout, vous venez avec votre projet, vous le soumettez au gouvernement, quelqu'un prend votre idée de projet. Donc l'entrepreneuriat encore devient difficile dans un environnement asymétrique où votre idée, vous le trouvez, il refuse l'accompagnement qu'il faut, la stimulation, et vous trouvez votre idée exécutée par quelqu'un d'autre encore. Donc vous voyez comment dans l'environnement... C'est l'une des difficultés fondamentales qu'on rencontre.
en réalité, vous avez une administration qui n'encourage pas l'entrepreneuriat. Aussi longtemps que l'administration est entrepreneur, ça ne marche pas. Les agents économiques sont qui? C'est les ménages, l'entreprise et l'administration publique. Mais malheureusement, l'administration publique se substitue aux ménages et aux entreprises. Donc on fait la compétition avec eux, avec l'administration publique. Et c'est ce qui rend la chose la plus compliquée en réalité. Sinon, les startups comme vous ou des gens qui sont dedans, on devrait aujourd'hui tout faire pour que vous deveniez des grands. Mais moi, je ne vois personne au Mali qui va devenir un bon entrepreneur agricole dans le contexte actuel. Je ne vois personne au Mali qui va devenir un bon entrepreneur minier. Si on n'a pas l'agriculture, on n'a pas les mines, où est-ce qu'on s'en va? Les peu qui ont réussi, allez-y creuser, vous trouverez que ce n'est pas des véritables entrepreneurs, mais qu'ils ont bénéficié de ressources extra où ils n'ont pas à payer le banquier totalement. Donc, il y a vraiment l'environnement qu'il faut discuter beaucoup plus. L'individu est là, mais il faut voir l'environnement dans lequel il va se développer, parce que lui, il est obligé de donner des services qu'il vend à d'autres personnes. Et si cet environnement n'est pas bon, si cet encadrement n'est pas bon, tu as beau former, comme il le dit Abdallah, on ne va nulle part. D'accord. Monsieur Keita, on l'a écouté tout à l'heure, Abdallah Coulibaly parlait d'incubateur, mais professeur Niang également, vous encadrez les gens dans ce sens-là. Dites-nous réellement qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous leur enseignez, vous leur mettez dans des conditions réelles d'entrepreneurs? Tout à fait. En fait, nous, les programmes d'incubation que nous développons, déjà, c'est des choses qui ont une durée dans le temps. Souvent, selon la maturité des projets qui nous viennent, cela peut aller de 3 mois jusqu'à 1 an, souvent 1 an et demi. Cela dépend du secteur d'activité qu'ils adressent. Essentiellement, dans le contenu, nous faisons intervenir ce que nous appelons des mentors, c'est-à-dire des gens qui ont développé souvent les mêmes idées, qui sont des chefs d'entreprise accomplis, qui acceptent d'accompagner ces jeunes entreprises dans la formalisation déjà de leurs projets, souvent même travailler sur le modèle économique, parce que c'est quelque chose que nous remarquons souvent. Des jeunes ont des envies, mais le modèle économique il n'est pas bon parce que l'environnement il est mal apprécié, le besoin il est mal adressé. Donc nous travaillons sur tous ces éléments-là avec l'aide de ces mentors-là, et surtout nous faisons interagir, nous les challengeons, comme on dit, c'est-à-dire nous essayons de les mettre en situation réelle. Est-ce que ton produit en l'état, si tu le mettais sur le marché, est-ce qu'il va répondre aux besoins des clients? Le service, pareil, est-ce que ce service-là, en l'état, si on le met à la disposition du grand public ou de la cible que vous désignez, est-ce qu'il répondra à leurs besoins? Donc nous les challengeons énormément en situation réelle. Et également, nous avons un volet où nous essayons de les connecter avec des gens qui sont susceptibles de rentrer dans leur capital. Ça, c'est quelque chose que nous essayons de développer localement parce que l'environnement malien a montré ses limites à accompagner des petites entreprises. Nos banquiers ne savent pas le faire. Ils n'ont pas les outils d'analyse nécessaires pour apprécier ces projets-là. Mais nous pensons que nous sommes souvent dans les business de rupture où il y a beaucoup d'innovation et nous pensons que ces projets-là, si ils sont accompagnés, ils ont un fort potentiel de croissance. Donc, ceux qui peuvent contribuer à cela doivent nécessairement participer à la prise de risque. Donc, nous organisons aussi un réseau en ce moment où des gens qui ont quelques économies, des gens qui sont prêts à placer une partie de leur économie dans ces entreprises-là, partager leurs risques et à faire au moins ce qu'on appelle le capital amorçage. Souvent, ces jeunes-là en ont besoin, ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent nulle part. Souvent, c'est la famille qui met ces sommes-là à disposition quand elle veut bien le faire, mais aucune structure de financement sur la place n'accepte de faire cet accompagnement-là. Voilà. Donc, nous, voilà le contenu que nous proposons très généralement. Et la particularité avec notre structure, c'est que nous sommes membres d'un réseau qui est global, qui a vu le jour en Angleterre il y a une dizaine d'années. Actuellement, on a 77 hubs similaires à celui que nous avons sur le Mali. Et nous nous inspirons beaucoup des différents programmes qui ont été développés dans des pays ailleurs. Exactement. On a des programmes de fellowship qui ont montré leurs preuves que nous essayons de dupliquer sur le modèle local. Et tout naturellement en tenant compte de certaines spécificités. D'accord. Fatoumata Diawara, vous faites partie de ces jeunes choisis par la structure de M. Keita. Qu'est-ce que vous avez appris réellement? Vous êtes fier aujourd'hui d'avoir appartenu à cette structure d'incubateur? Bon, je ne dirais pas que nous avons bénéficié de cette aide-là directement. Directement, voilà. Parce qu'il y a
plusieurs étapes d'abord. Nous ne sommes que à la phase d'idée du projet. Et il y a plein de trucs qui doivent venir après. Comme il l'a si bien dit, on est en train de chercher les financements, on est en train de mettre en place plusieurs... On est en train de... Comment je vais dire ça? Le mot vous échappe. Hein? Mais on va revenir. Oui, M. Dambélé, mais comment passer de l'intention à l'action, de la décision au choix pour entreprendre finalement? Bon, écoutez, ça semble être difficile, il évoquait tout à l'heure. Il faut penser son projet et puis il y a des étapes à suivre. Et des étapes à suivre pour arriver à réaliser l'entreprise, évidemment. Oui. Et comme je l'ai dit, ces étapes, d'abord, c'est les qualités de l'entrepreneur, c'est-à-dire la personne qui veut entreprendre. Moi, je pense qu'il y a une difficulté qui est là, dont on n'a pas fait encore cas. Parce que l'entrepreneuriat chez nous, je ne sais pas comme les jeunes le comprennent ici, ce n'est pas perçu comme une fonction, c'est-à-dire comme un métier, si vous voulez. Les gens pensent que c'est une situation d'attente, c'est-à-dire provisoire. Et donc, voilà, du coup, ça fragilise souvent même l'idée d'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que je peux même qualifier ici du manque de culture d'entreprise. La culture d'entreprise qui est l'ensemble des façons d'abord de penser et d'agir, et toutes les règles, toutes les normes du système, et c'est tout ça qu'on appelle cette culture d'entreprise qui peut manquer. Et dès lors que ça manque, et dès lors que vous manquez de ça, ça fragilise du coup. Mais est-ce qu'il n'est pas de votre devoir, hein, vous qui avez des structures scolaires, d'organisation, de sensibiliser, d'enseigner cela à la jeune génération pour qu'ils deviennent des futurs entrepreneurs? Quand on n'inculque pas la valeur de l'entreprise, alors mais c'est difficile pour eux d'entreprendre plus tard. Oui, bon, écoutez, vous savez, les programmes que nous dispensons, c'est des programmes qui ne sont pas, c'est des programmes officiels qui ne sont pas élaborés quand on les veut et comme on les veut. C'est des programmes qu'on nous donne. Et donc, c'est peut-être demander à insérer un module de ce genre dans les programmes éducatifs maliens. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un palliatif au problème du chômage. Hein. Tant qu'une fois qu'elle est bien cadrée et bien suivie, c'est un palliatif au problème du chômage, c'est une porte de sortie pour les jeunes diplômés. Voilà. Mais professeur Nyanga, il vient d'évoquer, M. Dambélé, les difficultés. Les programmes ne sont pas conçus en tenant compte des besoins réels de développement du pays. Mais est-ce que là... Prenons le cas d'un pays comme le Mali, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller droit au mieux? Oui, vous prenez par exemple 60% de la population se trouve dans l'agriculture. Je disais tantôt, ça va être extrêmement difficile de voir émerger des entrepreneurs agricoles. Parce que c'est très complexe. Le système bancaire ne les comprend pas. La comptabilité de la manière de faire, ils ne le comprennent pas. Et ils sont trop pressés pour leur faire payer des choses alors que ça demande un certain temps de maturité. Donc, en réalité, c'est parce qu'on a un système financier qui n'est pas adapté. Nous avons un système administratif qui ne comprend pas la nature de faire des affaires. Et mieux, l'entrepreneuriat n'est pas que simplement moi, j'ai l'initiative, moi, je suis décidé. Mais tu dois savoir comment travailler avec des gens. Parce que là, il y a le problème. Nous, les travailleurs, généralement, c'est là où l'échec... La source d'échec d'un entrepreneur, c'est au niveau des travailleurs, des employés. Si ils te volent le temps, ils te volent la semence, ils te volent les engrais, ils te volent la tomate, vous n'allez pas pouvoir rembourser votre prêt. Or, très souvent, les employés disent qu'il a volé, on doit le voler. Donc, dès qu'on a cette mentalité encore entretenue, il va être extrêmement difficile de réussir. Or, l'Afrique est la région de croissance économique globale demain. L'Afrique, c'est la région de croissance démographique demain. Ailleurs, on ne peut plus faire. Comme vous avez dit, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils veulent venir même investir dans nos pays. Mais ils voient que l'environnement n'est pas approprié. Sinon, il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent venir et qui veulent investir et dans des start-up, de prendre des risques et tout. Mais ils demandent, c'est quel pays? C'est le Mali. L'indice de corruption, c'est quoi là-dedans? Immédiatement, doing business, d'accord, on dit des fois qu'on est bien. Mais en réalité, immédiatement, dès qu'ils viennent et qu'ils trouvent tous ces problèmes qu'ils ont au niveau de l'administration, ils s'en vont. Donc, ce que je veux dire simplement, au niveau de
l'entrepreneuriat aujourd'hui au Mali, il faut un changement d'attitude complet. Et puis nous avons l'entrepreneuriat aussi, il semble être familial ici. C'est-à-dire rarement Keita et Dembélé vont accepter de mettre leurs ressources ensemble, leurs compétences ensemble. Peut-être que Dembélé est bien dans certains domaines de l'entreprise. Lui, il est bien pour être vraiment le gestionnaire. Mais toi, tu vas dire, non, il ne peut pas être mon patron. Chacun meurt. Donc, il y a tout ça. Cette attitude-là de ne pas co-entreprendre, de ne pas entreprendre ensemble, parce qu'il n'y a aucun entrepreneur en réalité qui n'a que des co-entrepreneurs. Même tes travailleurs, ils entreprennent avec toi. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous, on a dit qu'il faut introduire l'idée que les travailleurs soient actionnaires. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que quelqu'un soit là simplement pour un employé, mais il va être actionnaire. Donc, il a droit à un salaire et à des dividendes. S'il n'y a pas de résultats de l'entreprise, ça ne marchera pas. Tout le monde voit ça à la fin de l'année. Oui, mais monsieur, on va venir à vous tout à l'heure, monsieur Keita. Monsieur Dembélé, mais l'école aussi a un autre rôle, hein, c'est celui non seulement de former des entrepreneurs, mais des intrapreneurs aussi. Bon, écoutez, les termes intrapreneurs, et si je comprends bien, ça c'est ceux qui pensent qu'ils sont des entrepreneurs alors qu'ils n'en sont rien du tout, qu'ils n'en sont rien. Je pense que c'est ce que vous voulez dire. Mais l'école n'est pas dans ce cadre, hein. L'école ne forme pas dans ce domaine. Parce que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui vient spontanément, en fait. Les gens s'investissent là-dedans, et bon, croyant qu'ils sont des vrais entrepreneurs, mais bon, en réalité, parce que pour la création d'une entreprise, il y a des démarches à suivre, il y a des études à faire. Et ces études sont quoi? C'est des études techniques et même d'ordre technologique, des études économiques et financières qu'il faut faire. Il y a des démarches qu'il faut faire. Et ces démarches, c'est quoi? C'est des démarches administratives, c'est des démarches juridiques et même financières également. Alors, et quelqu'un qui s'investit dans les domaines de l'entrepreneuriat ne respecte pas toutes ces étapes. Et dès lors que tu ne respectes pas ces étapes, je pense qu'on ne peut même pas t'appeler un entrepreneur. D'accord. Monsieur Keita, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs sont confrontés à un problème de financement. Vous l'avez dit tantôt, les banques ne font pas attention, ils n'ont pas la capacité peut-être nécessaire de juger du bon projet. Alors, comment les amener ces banquiers-là à vous soutenir? Alors, nous, une des idées que nous avons, c'est d'inciter au moins ces banques-là, ces entreprises qui sont spécialistes du financement, à créer des structures dédiées à cette prise de risque-là. Par là, je veux entendre des fonds d'investissement, des fonds spécialisés pour accompagner des petites entreprises ou de bonnes idées qui représentent un certain intérêt et qui révèlent un certain potentiel de croissance. Ça, c'est des choses qu'on peut jauger, c'est des choses qu'on peut apprécier. Si on met en place des outils d'analyse nécessaires, nous pouvons penser que telle structure, si elle est bien accompagnée, si l'équipe est bien soudée, bien compétente, et que le travail est cohérent, elle peut aboutir à un certain résultat. Donc ces banques-là, dans leur fonctionnement classique, banques commerciales, elles ne peuvent pas accompagner, mais elles peuvent participer autour de tables de fonds d'investissement spécialisés pour accompagner ces petites structures-là. Il faut participer, à mon avis, à la prise de risque pour les accompagner. D'accord. Professeur Nia, vous voulez réagir? Non, je pense qu'il y a une autre source de financement qu'on n'est pas en train d'explorer. Ce sont les caisses de pension. Moi, j'en suis un bénéficiaire. Aux Nations Unies, notre caisse de pension, il y a toute une administration pour gérer la pension, voir là où demain il y aura beaucoup plus à gagner. Et ça permet au moment de prendre ta retraite d'avoir une pension beaucoup plus que ce que tu as mis là-dedans. Malheureusement, ici, nos pensions sont passives. Donc c'est une source, on est en train de discuter avec certains cadres-là pour qu'ils changent d'attitude, ils puissent investir dans l'or, par exemple. Et ça permettra à ceux qui sont pensionnaires demain d'avoir une pension beaucoup plus élevée que ceux qui ont contribué en réalité. Donc il y a d'autres sources réellement non bancaires qu'il faut chercher à trouver. Et puis que de plus en plus aussi, que ce soit les petits porteurs, que les gens acceptent qu'on ait des petits porteurs qui soient actionnaires, et qu'on se convainc, met 10 000 francs là-dedans, met 50 000 francs là-dedans, mais pourvu que la gestion soit bonne aussi. Parce que tout le problème aussi, c'est une question de confiance aussi. Une sorte d'entreprise participative. Oui, qu'on entreprenne. Les ménages, il faut que... C'est-à-dire la globalisation est telle aujourd'hui qu'on ne peut plus rester
avec une seule source d'activité. Moi, en tant que fonctionnaire, si tu me donnes l'opportunité d'aller investir 500 000 francs dans votre entreprise, je le ferai volontiers, pourvu que la gestion soit bonne et que tous les 6 mois, que tu me fasses un petit geste. Il n'y a pas de problème. Et tu auras ton argent, tu vas travailler. Et je te laisse tranquille pour travailler. Bon, mais malheureusement, nous n'avons pas encore cette idée entrepreneuriale. Et on veut tout aujourd'hui et manger tout aujourd'hui. Et puis les entrepreneurs que nous avons aussi, souvent, ils confondent leur poche à l'entreprise. Ça fait que ça décourage les banques et les banques rendent plus difficile l'accès au crédit pour des gens sérieux. Parce que tout le monde est frappé par la même chose. Et là aussi, ça ne marche pas. Moi, je voulais même ajouter un autre point. Oui, allez-y rapidement, monsieur Je pense que ce problème de financement n'est pas seulement même lié au manque de confiance, mais je pense que c'est lié également à la pertinence même des idées de projet que les gens proposent. Parce que les gens, il faut proposer en tout cas un projet qui est en tout cas adapté aux besoins, c'est-à-dire à la réalité de l'époque du jour. Et dès lors que ce côté manque, et les banques, sinon les investisseurs sont réticents. Ils sont réticents au financement. Fatoumata, est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à ce genre de difficultés-là, qu'une banque refuse par exemple de financer votre projet? Comment est-ce que vous arrivez à mettre votre start-up en œuvre? Yélène, je pense. Oui, Yélène. Oui. Vous avez eu l'accompagnement d'une banque? Non, pas encore. Nous ne sommes accompagnés que par l'entreprise M. Keita. M. Keita. Oui, M. Keita, est-ce que vous avez déjà été accompagné par une banque de la place? Non. Honnêtement, nous savons le type de cible que nous adressons et nous savons qu'il y a peu de chances que des banques regardent ces dossiers-là. Parce que, comme on l'a si bien dit, ce sont des start-up. C'est des business qui sont, on peut dire, non conventionnels parce qu'ils apportent beaucoup de ruptures par rapport à des choses qui se font habituellement. Donc, c'est des business qui ne sont pas facilement lisibles par des profanes. Donc, il faut les accompagner avec des outils spécifiques, des outils dédiés. Et nous, aujourd'hui, notre combat, c'est d'inciter à mettre en place ces outils dédiés-là. Monsieur Nyang l'a évoqué, effectivement, il y a des man qui dorment chez les assurances, par exemple. Il y a des man qui dorment, les pensions qui dorment. Donc, c'est autant d'argent qu'on peut utiliser pour accompagner des structures qui méritent d'être accompagnées. Donc, le combat, c'est justement d'inciter à la mise en place de ces structures-là, d'apporter des gages, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas de donner des fonds propres et de s'asseoir. Monsieur Nyang l'a évoqué, il faudrait quand même qu'à certains moments donnés, on puisse rendre compte. On peut mettre des administrateurs au sein de ces structures-là. On est associé également, et quand on est associé, on a droit à lire les comptes, par exemple. La bonne publication de l'information financière, ça c'est autant de choses que nous essayons d'inculquer aux entreprises que nous accompagnons, qu'ils aient cette rigueur-là dès le départ, à s'initier aux bonnes méthodes de gestion et à publier ces comptes. Ça, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de jeunes entrepreneurs n'ont pas intégré. Et aussi, il y a une forte culture d'abus de biens sociaux aussi qu'il faut évoquer. Et nous essayons de corriger autant ces défaillances-là que nous constatons. Les gens confondent très facilement les poches de la société avec leurs poches parce qu'ils se disent je suis à l'initiative, je suis actionnaire majoritaire, donc je fais un peu ce que je veux avec mes finances. D'accord, il nous reste pratiquement 4 minutes. Pour conclure, Monsieur Dambélé, quels sont les éléments de formation qu'il faut inclure dans le programme scolaire pour faire former de bons entrepreneurs demain? Bon, et les éléments de formation, je ne saurais les citer, mais je pense quand même que des modules dans le sens de l'entrepreneuriat sont nécessaires aujourd'hui, parce que ça ne peut que donner les bases, les départs pour les futurs entrepreneurs. Ces modules, aujourd'hui, au sein de l'enseignement, sont nécessaires. Monsieur Keita. Oui. Alors, moi, je dirais il faut que les pouvoirs publics, pour une fois, montrent leur volonté de regarder les petites entreprises, les start-up. Qu'elles sortent des discours, des discours bien policiers, en évoquant des structures comme l'APEJ, la NPE. Elles ont montré leurs limites. Il faut qu'on mette ce débat-là sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces outils-là ont été lancés depuis pratiquement une dizaine d'années. Quels sont les résultats? Je prends un chiffre, quand on regarde le taux de remboursement des encours que l'APEJ a octroyé,
Ils sont ridiculement bas. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent-là, ces milliards-là, du contribuable, c'est des fonds publics qui ont été mobilisés. Ça veut dire quelque part on les a mis sur des projets sur lesquels on ne devrait pas les mettre, vu qu'il n'y a pas de remboursement. Et c'est autant de jeunes qui sont pénalisés, qui avaient de bons projets, qui méritaient ce financement-là, mais qui ont pris d'autres voies. Donc nous pensons que l'État doit se remettre en cause par rapport à ces outils, et il y a des choses beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus adaptées qui arrivent. Elle ferait mieux de les soutenir. D'accord. Fatoumata Diawara, est-ce que vous êtes satisfait de votre formation? Vu que ce n'est pas totalement terminé, pour le moment ça va. Mais je pourrais dire que je serai vraiment satisfaite que lorsque tout sera fait. Tout sera fait. Professeur Niang, vous avez le dernier mot. Quelles sont les clés pour devenir un bon entrepreneur? Les clés, c'est l'environnement. Je peux vous garantir aujourd'hui que tout ce que nous avons fait ensemble avec la stratégie africaine de création et de rétention de richesses, aujourd'hui on a un modèle d'agriculture familiale africaine et d'aménagement du territoire qui a été développé depuis 2009. On a mis peut-être 600 millions ou 1 milliard là-dedans. Aujourd'hui c'est prêt pour être déroulé, mais le problème est que l'État dit que non, moi j'ai mes agropoles. Alors qu'aujourd'hui, il suffisait seulement que le ministère du Commerce dise qu'aucune mine va importer à manger si ça ne sort pas du Mali, qu'on pouvait aller créer une dizaine, une vingtaine de branches de ces entreprises-là et qu'on pouvait aller même occuper tout le désert, trouver le problème d'emploi, et réduire le problème d'insécurité et tout. Donc, en vérité, c'est qu'il était en train de dire, aussi longtemps que les gens pensent que l'administration est une position de rente, il n'y aura jamais d'entrepreneur. Aussi longtemps que l'administration pense qu'elle est entrepreneur, et à la fois entrepreneur et... Parce que si vous parlez dans une mine, ils sont entrepreneurs et en même temps fiscalistes. C'est pas possible. Il faut séparer les rôles. Donc l'État, le problème est au niveau de la bonne gouvernance économique et d'entreprise. Merci. La bonne gouvernance de l'entreprise, c'est sur ces mots que se referme ce numéro de Théma. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie et à jeudi prochain.